Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture Les Cornifleurs de Jules Renard. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter comme d'habitude ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Si vous n'avez pas vu tous les épisodes, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de D8 Replay dans la section émission Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et reprends avec vous le chapitre 21. Importunité. Comment trouvez-vous cette purée ? Délicieuse, madame. Une autre s'en serait tenue là, mais avec inquiétude. Elle n'est peut-être pas assez salée ? Oh, si, dit Henri. Elle l'est peut-être trop ? Non, non. Je vois bien qu'elle ne vaut... Je me réjouissais de ses menus égards et du ton sympathique avec lesquels elle me disait « Vous ne buvez pas ? Vous ne mangez pas ?» Un souffle si doux nous venait de la mer que je n'éprouvais plus le besoin de faire le glorieux, et je parlais simplement. Après dîner, nous fîmes une courte promenade sur la route jusqu'à l'heure et jusqu'au point où les pommiers normands, par leur masse d'ombre frissonnante, nous causèrent de l'effroi. Au retour, afin de me rassurer, j'offris mon bras à Madame Vernet. Hâtifs, légère et contractée, nous pressions le pas, ayant dans le dos la sensation d'être suivis. Aux premières maisons du village, je me tranquillisais. Et joyeux comme un homme qui vient d'éviter un grand danger, je risquais une petite entreprise. Je laissai glisser jusqu'à ma hanche le bras de Madame Vernet, et le relevant, le serrai. Elle ne me rendit pas la pression. Je feignis de buter sur une pierre et de perdre l'équilibre. Elle poussa un cri, mais me laissa reprendre mon aplomb tout seul. Au Christ de granit qui, sur la jetée, protège ses bras écartés, le village contre la mer. Madame Vernet s'arrêta pour souffler. Elle trouvait au Christ une figure originale. Elle s'assit sur une marche et me pria de m'éloigner un peu. Elle voulait rester seule avec elle-même. Les mains dans mes poches, j'allais sur la pointe du pied, écouter la mer. La lune y projetait un sentier étroit et si direct que je n'aurais eu qu'à enjamber pour monter vers elle. Parfois, je me rapprochais à reculons de Madame Vernet, espérant qu'elle allait me dire « Rentrons ». Elle continuait de s'absorber. Les petits phares me regardaient. Je jetais des cailloux dans l'eau. Quand j'en aurais jeté 10, me disais-je, elle aura fini de rêver. Elle s'obstinait à faire la bouche d'ombre, au pied du Christ, de sorte qu'il m'indisposait comme un prêtre. « Cela m'a fait du bien, dit-elle enfin. Mais il fallut montrer sur la butte pour une nouvelle station, quand nous fûmes assis chacun à une extrémité du banc. Madame Vernet, vous devriez déclamer des vers. Ah non, par exemple, c'est assez d'émotion pour une journée, dit Henri. J'allais dire, allons nous coucher, mais le mot était brutal, le pluriel insolent, et par une brusque saute d'humeur, j'eus encore le courage de louanger les étoiles, dont quelques-unes filèrent à propos. Madame Vernet, ne dirait-on pas qu'elle tombe dans la mer ? Ça fait cet effet-là. Je bâillais si grand qu'une d'elles eût pu me tomber dans la bouche. Madame Vernet, on serait bien là pour pleurer. Le feu tournant du phare de Roquemer clignotait au loin. Qui sait, dit-elle, combien de marins ont été sauvés par cet œil secourable de la nuit. Aussitôt, elle ajouta, « Oui, mais qui sait combien d'oiseaux, attirés par sa flamme, s'y sont brisés les ailes. » Elle se délectait dans sa tristesse, un châle de laine étroitement serré autour de ses épaules et les yeux fatigués par la lumière intermittente du phare. Elle lui rendait grâce comme au sauveur des pauvres marins et le maudissait comme le tueur des petits oiseaux. 22. La dernière station. Elle avait lieu à la porte de sa chambre. Nous tenions chacun une bougie qui s'agitait à notre haleine. Madame Vernet, la main sur la clé, ouvrait et refermait la porte, selon que l'entretien semblait mourir ou se ranimer. Aux entrebâillements, j'apercevais un rideau, un meuble d'acajou, un chandelier argenté, tout un fond de chambre à coucher, endormi dans une lumière discrète. Allons, bonsoir, bonne nuit, à demain.
Si nous sommes encore de ce monde, et ainsi de suite jusqu'à l'immortalité de l'âme, dont nous parlions avec intérêt durant quelques minutes. Comme une chatte qui flaire une attrape, elle se tenait à distance, son bougeoir défensivement levé à la hauteur du menton. Quand je lui serrai la main, je la secouai avec vivacité, car une goutte de bougie fondue et brûlante tomba sur la mienne. Quelle femme stupide, me disais-je, rentrée chez moi. Ne pouvait-elle pas m'inviter à la suivre? Ne voyait-elle pas que j'en avais envie? Est-ce qu'elle n'est pas l'aînée? Est-ce que je sais, moi, si je dois ou si je ne dois pas? C'est à elle qu'il appartient de commencer. Avec le bonheur que nous perdons ainsi bêtement par sa faute, on pourrait saouler un ange toute une éternité. J'entendais marcher Madame Vernet et je fus pris d'une curiosité polissonne. J'aurais bien creusé un trou dans le plancher, mais outre qu'on ne me perce pas un plancher avec une aiguille, écouter me suffirait et me compromettrait moins à mes yeux. Ma bougie soufflée, la respiration contenue, les pieds nus, je me suis mis à plat ventre et le front collé au parquet. Sur une journée, je suivis Madame Vernet de l'oreille. Cela ne gênait personne. Un son me faisait deviner une scène et parfois tout mon corps tressaillait onduleusement. Les pantoufles de Madame Vernet claquaient, l'eau coulait. J'expliquais ce remue-ménage comme un texte. J'hésitais au silence comme à des ratures et je traduisais à ma fantaisie. Je la vois, me disais-je. C'est une personne propre, mais ce n'est pas une actrice. Elle ignore les crayons qui peignent les cils, le noir de charbon, le rouge d'Orient et la graisse de cire blanche. Elle n'est donc pas obligée de se débarbouiller d'abord avec une crème. Un lavage à l'eau de Cologne suffit. Elle a quelques cheveux fins, cheveux faux, mais elle en a un plus grand nombre de vrais. Comme je n'entends qu'un seul jet à la fois, elle ne sert pas d'eau tiède. Son médecin lui a recommandé l'eau froide en toute saison et pour tout. Elle a les seins un peu tombants et des nids aux épaules. Cela m'est égal, je ne m'en sers jamais. Les épaules d'une femme sont pour des danseurs et ses seins pour ses enfants. Elle n'est pas trop cambrée, car plus une femme se cambre, plus son ventre ressort. Elle parfume sa chemise d'héliotrope, blanc et entre au lit à reculons, ce qui lui permet de regarder longuement sa jambe, sans contredit, le plus beau morceau d'elle-même. Je n'imagine que le matin, elle sort des draps avec lenteur, afin que ses nobles jambes se découvrent, comme apparaît, dans une inauguration officielle, le marbre lumineux d'un groupe, quand l'ouvrier, ému d'un geste, lève la toile au signe du président. Je me redressai et mettant une sourdine à tous mes pas, je me déshabillai avec un sourire obstiné, comme si j'allais m'étendre auprès d'elle. 23. Insomnie. La chambre de Madame Vernet est-elle une fournaise sous la mienne? Je me retourne. J'ouvre l'œil de bœuf. Vienne toute la fraîcheur de la mer. Je m'agite comme à l'approche d'un événement. Si Madame Vernet entrait dans ma chambre, en chemise, posait son bougeoir sur ma table de nuit, s'aplatissait sur mon corps, je la trouvais très naturelle. Et je lui pardonnerais de m'avoir fait attendre. J'ai toujours en pensée brusqué les dénouements. D'une femme à peu près jolie, rencontrée dans les rues, je dis « Matin, quelle nuit on passerait avec ?» Une mère de famille a 4 enfants, mais elle est encore belle. Donc elle m'attendait pour m'offrir ce qui lui reste de beauté. Quant aux jeunes filles, elles grandissent pour moi, et je les prendrai aussitôt qu'elles me diront. Des nudités nuageuses se forment et se déforment. Je dois avoir les yeux injectés de sang, comme un jardinier qui, par une blanche matinée d'avril, crève du nez de son sabot. Les toiles d'araignée tendues sur les allées, je brise des virginités sans remords. À moi les lèvres framboisées. Poète, avocat, je viens de me meubler un salon tout neuf et j'attends la clientèle. Mais mon rêve est un mât de cocagne savonné d'où je glisse les mains vides. Ma faim de chair fraîche errée, tenue par une ficelle. Je la ramène et voilà que je respecte toutes les femmes et me dis de gros mots. Tu jugeais les autres familles d'après la tienne ou l'immoralité suinte? Sache qu'il y a des femmes satisfaites de coucher avec un seul homme. Maintenant,
Une lépreuse voudrait-elle de moi? J'en doute. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc, Madame Vernet, qu'elle ne vient pas? Si j'allais la chercher, quoi de plus simple, ayant passé mon pantalon pour la forme, j'irais frapper 3 petits coups à sa porte. Le verrou n'est pas mis, j'entrerai dans l'obscurité et je ferai réchauffer mes pieds glacés. C'est ainsi que les choses s'arrangent, où mes lectures m'ont bien trompé. 9 fois sur 10, ça réussit. À la 10e, on ne meurt pas. Je m'en sens lâche. J'ai peur des gifles, d'une lutte corps à corps, des cris qui se réveilleraient, les pêcheurs crousent. J'ai peur encore du ridicule, d'un rire méprisant, d'un crachat à la face, peur de la table de nuit et de ce qu'elle contient. Et je me vois collée au mur, stupide, débrailler, la culotte tombante et mes pieds nus avec leurs doigts déformés par les marches du régiment, avec leur corps. Je m'imagine blême de honte et les cheveux pleureurs, dans le flamboiement d'une allumette. Oui, elle résisterait, et je ne sais pas du tout comment on viole une femme. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait frapper un coup sec au bas du ventre. Est-ce qu'avec la main ou avec la tête, comme un bélier? D'autres prétendent qu'il suffit de presser sur le nombril comme sur le bouton d'un timbre. Soit, mais elle peut ne me montrer que le dos pour ruer à son aise en cavale sauvage. Or, chacun sait qu'un coup de pied dans les cuisses d'un homme le tuerait net. Moins l'endommagerait irréparablement. Je ris des hypothèses extravagantes et j'aime à me figurer la scène, ce qui me détourne de la jouer. Je me promène et m'évente et secoue ma chemise. L'œil de bœuf souffle dans mon col déboutonné. Je me surprends à dire « Eh, tout de même, si j'osais !» Je ricane, mais je n'ose pas. Je n'ose jamais rien, et ma hardiesse, je la mets tout entière dans ce que j'appelle, avec un faste pédantesque, mes théories. Tout dort, excepté moi. Si j'écoute au plancher, je ne percevrai que la respiration calme de Madame Vernet. Par l'œil de bœuf, j'entendrai le doux ronflement de la mer. Les rouges pêcheurs crousent gardent au creux de leur lit l'immobilité de deux homards cuits. Les bruits qui me viennent du dehors ne sont que des bruits endormis. Allons, quand on est brave comme toi, on se recouche. 24. Le bobo. De mon état fiévreux, il me reste, au bord de la lèvre inférieure, une petite tumeur arrondie et dure. Je passerai le jour à la mordiller, à l'écorcher, à la rendre hideuse comme une punaise écrasée. Je ne lève plus les yeux sur Madame Vernet et je lui parle avec un contournement de cou qui me fait mal. Ou, rabattant ma lèvre et mes dents du haut sur le bouton, je l'enferme et le tiens caché. Mon palais en goûte l'aigreur. Pour varier, je tâche de disparaître derrière ma main. Je louche et je compte mes doigts. À table, c'est un supplice. Je mange vite, le nez dans mon assiette. Les morceaux pressés, je construis un rempart avec l'huilier, la carafe, les bouteilles vides ou pleines. Mal élevé, je garde tout près de moi. Cependant, je voudrais savoir ce que Madame Vernet pense de mon affaire. Elle souffre de ma gêne. Elle ne montre aucune répugnance et ne se penche pas du côté de la fenêtre. Elle me regarde franchement. Elle n'y tient plus et veut me regaillardir. Madame Vernet, ces maisons de bois sont si mal closes que les bêtes y entrent comme chez elles. Toute la nuit, j'ai été dévorée. Henri, si encore elles étaient propres, ces bêtes. Ce n'est pas qu'elles soient sales, mais elles piquent. J'ai les yeux enflés ce matin. Je ne voulais pas descendre, dit Madame Vernet. Alors, j'aurais bien fait de rester chez moi avec ma lèvre, dit Henri. Quelle lèvre? Comment quelle lèvre? Ne voyez-vous pas? Qu'est-ce que cela? Regardez ce que j'ai moi près de la tempe. J'aperçois avec beaucoup de peine un imperceptible point blanc. Peut-être même est-ce une pellicule. Pour ma part, je suis confus et je vous fais mes excuses. Mon sale bouton est horrible à voir. Je vous assure qu'il n'est pas si vilain que ça. Ah, quelle charmante femme vous êtes! Ainsi, ce que je redoutais tourne à mon avantage. Si j'insistais, elle trouverait mon bouton joli et qu'une mouche habile la posait sur ma lèvre pour le plaisir des yeux. Je ne sais par quel hommage lui prouver ma gratitude, et je m'attrape une fois de plus. Oui, je me gourmande, car je n'ai eu cette nuit, à l'égard de cette femme exquise,
que des pensées mauvaises. Réhabilité, j'oublie mon bouton. Je donne un gros sou à un mendiant avec l'air de lui dire, comme si je lui faisais une rente perpétuelle. Tiens, mon ami, ne travaille plus. Amuse-toi, vis largement. Puis j'entreprends l'éloge de M. Vernet et je vante son bonheur. À propos, j'ai reçu une lettre, dit Mme Vernet. Il arrive demain avec notre nièce. Vous verrez Marguerite, un enfant, mais un gros enfant. À 16 ans, elle est plus grande que moi. Je ne mettrai pas son corset et je ne trouve pas le bout de ses bottines. Il vous faudra jouer avec elle, vous dévouer, redevenir petit garçon. Elle vous donnera des coups de poing, vous posera des questions. Vous me relayerez car elle me fatigue. Impossible de penser à côté d'elle. Il est indispensable qu'elle bavarde, qu'elle lutte à main plate. Sa poupée a plus de raison qu'elle. Je l'aime beaucoup. Elle a bon cœur. Je ne lui reproche que d'être insignifiante. Il me semble qu'à son âge, j'avais déjà mes idées à moi. Je tâchais de comprendre la vie dont elle se moque. Si elle vous ennuie trop, ne vous gênez pas. Rabrouez-la. C'est une gamine qui ne tire pas à conséquence. 25. Scène. Sur la butte, encore, la nuit est tombée. Devant nous, toute la mer. Derrière nous, le carré des pommes de terre qui remuent et l'agitation d'ailes, le bruit de gorge des pigeons qui s'endorment. Des souvenirs de théâtre me reviennent. Il me paraît qu'une scène se prépare et comme si nous repassions nos rôles, nous nous taisons et nous écoutons, en nous la montée lente des choses à dire. Plus tard, Madame Vernet m'affirmera qu'elle a lutté avec désespoir, son honorabilité raidie, ainsi qu'un bras tendu. Et moi aussi je lutte. J'ai traditionnellement écrit, déchiré, recommencé puis brûlé une lettre que je regrette comme si j'avais mis mon cœur en cendres. Par quel mot effaroucher le silence ? Il vaudrait mieux ne point parler, et par un rapprochement gradué de nos corps, faciliter la pénétration de nos âmes. Demain, nous ne serons plus seuls. Parfois, j'ai envie de poser ma main sur le front de cette femme, de la serrer aux tempes avec violence et de lui dire « Allons, pas tant d'histoire, lève ta robe. » Mais la douceur de l'air, la phosphorescence des vagues, le recueillement de la nuit me calment. Je ne me sens pas en train pour faire le malin et je retiens ma gaudriole, comme un homme qui perd tout à coup sa gaieté s'il longe le mur d'un cimetière. Ce serait plus commode de le demander en mariage. Je me crée un nouvel ami de circonstance auquel je donnerai toutes mes qualités et un ou deux défauts. Elle me comprendrait. Nous parlerions en gens qui font une affaire pour un homme de paille. Nous discuterions sans trouble. Elle dirait « Habite-t-il la province ? Vous savez que s'il habite la province, je ne veux pas. Restons-en là. » Ou bien « Fume-t-il au moins ? Un homme qui ne fume pas n'est pas un homme. » Ou bien encore « Est-il brun ou blond ? Je préfère qu'il soit blond. C'est peut-être moins beau qu'un brun pour commencer, mais c'est meilleur teint et ça dure jusqu'à la fin. » Malicieuse, elle dénigrerait en lui ce qu'elle apprécie en moi. Selon que mon ami me serait un rival ou un repoussoir par contraste, j'avancerais ses affaires ou les déferais. Nous nous amuserions sérieux. Enfin, avec la gravité d'un haut fonctionnaire qui dit à l'huissier « Faites entrer Madame Vernet dénouer le marivaudage. » Présentez cet ami. Quel échec pour lui, quelle victoire pour moi quand je trouverai opportun d'apparaître, matois faune qui soulève les branches. Mais il ne s'agit pas d'épouser, il ne s'agit que d'emprunter Madame Vernet. Le menton au creux de sa main, elle m'attend. Bien que je l'aime de tout mon cœur, je trouve son attitude disgracieuse. Elle est ramassée, en grenouille de jeux de tonneaux, et son buste, ses reins, informe masse d'ombre, occupe trop de place. Sa tête se détache de profil, palote de froid, silhouette à la craie. Mon regard glisse sur le front, tombe dans l'œil, se relève à la pointe du nez, ou passe entre les lèvres ouvertes comme un cran de myrrhe. Me dandinant, je lui mesure les reflets de lune comme on dispose les rideaux d'une chambre de malade. Le silence nous importune plus qu'un bavard. « Est-ce que vous dormez, chère madame ?
Est-ce l'odeur du thym marin qui vous entête ou sphinx de faïence pour cheminée? Rêvassez-vous? Quand serez-vous poli? Il est temps que mon mari revienne me défendre. Contre moi ou contre vous? Contre l'ennui. Vous avez trop d'esprit. Je ferai ma malle cette nuit et je partirai demain. Bon, qu'avez-vous besoin d'être fantasque avec une vieille femme comme moi? Je partirai demain. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tenez, madame, vous n'êtes plus jeune, vous n'êtes plus jeune. Vous convenez que vous n'êtes pas encore vieille, mais vous vous dites, ce garçon n'est pas beau, aucun danger. Il m'amuse, m'intéresse et m'émeut quand il dit des vers. C'est une anthologie. On n'a qu'à l'ouvrir. Nous allons faire ensemble de l'amour spirituel. Il sera mon troubadour. Quand je le ferai chanter, il me semblera qu'on me caresse l'oreille avec le dos d'un chat. S'il veut me toucher, je crierai « À bas les pattes, poète !» Car Dieu merci, mes sens ne me tourmentent plus. Je trouve même qu'on accorde trop d'importance à la chose, oui, à la petite convulsion physique. Ce qu'il faut remplir, c'est mon cœur. Heureuse femme, je m'installerai à l'est pour un long spectacle, et les narines ouvertes aux nuages d'encens, je dirai « Allume les brûles parfums ». L'heure est venue de flairer quelques arômes. Je me compromettrai un peu, et les bonnes amies siffleront. Elle a son poète de poche qu'elle garde pour elle, au chaud, dans ses jupes. Mais quand on est très honnête, on peut s'offrir des douceurs. Est-ce que je trompe mon mari, oui ou non? Toute la question est là. D'ailleurs, vous voulez rire à mon âge? Songiez-vous, madame, que vous pouviez m'arracher le cœur comme ceci? Je me baisse et je saisis un pied de pomme de terre. Il résiste. Je suis obligée de m'y reprendre à 2 fois. Puis, il cède et je me promène de long en large sur la butte, le souffle fort, écrasant des feuilles dans mes doigts, et de temps à autre, je lance avec un éclat de voix une pomme de terre à la mer. Madame Vernet, interdite, ne bouge pas. Mes paroles, comme si je les avais jetées au creux d'un puits, n'ont pas encore résonné en elle. Enfin, à mon passage, elle me prend la main, me fait asseoir sur le banc et me dit presque sévère. Vous me faites beaucoup, beaucoup de peine. Elle reprend. Voulez-vous que nous causions un peu, car mon pauvre ami, vous n'avez dit jusqu'ici que des sottises. Elle ne se compte même plus. Croyez que déjà, je les ai oubliées et répondez-moi comme à une mère. Mais je me relève et plein de colère, je crie. Et bon sang de bon sang, vous n'êtes pas ma mère, vous êtes une femme que je veux. Êtes-vous contente? Et suis-je assez brutale? Les femmes ont dû vous faire bien souffrir pour que vous les méprisiez autant. Mais quelle femme! Ah, c'est vrai, vous me prenez pour un vivreur. La tradition est là, le poète est un dresseur de femmes. Il ouvre les bras en demi-cercle, une femme saute dedans. Il ploie le genou, une femme s'assit dessus. Il se met sur le ventre, une femme docile se couche le long de lui. Nos calepins sont pleins de listes de noms. Qui vous détromperait? Je ne sais pas si mes confrères sont plus heureux que moi, mais ma part a été insuffisante. Quand j'avais bu 2 bocs et mangé une choucroute, je disais « Matin, quelle noce !» Vrai, je ne mentais pas, car je n'aime ni la saumure ni la bière. Et risquant un mal de cœur, je méritais bien de moi-même, et je pouvais montrer la pâleur de mon visage comme la dépouille d'un ennemi vaincu. Quant aux femmes qui m'ont fait tant souffrir, comme vous dites, je les ai absous en public et solennellement. Elles étaient innocentes de mes peines, les pauvres. J'affirme qu'elles n'y entendaient pas malice. Si j'ai pleuré, tant pis pour moi, rien ne m'y obligeait. M'entendez-vous reprocher aux femmes de mon passé les tourments auxquels mon âme fut soumise? N'est-ce pas moi qui leur dois des excuses? Plus d'une fois dans mes nuits d'orgie, il m'est arrivé de me réveiller en sursaut. Quelque chose remuait sur le lit. Je saisissais et je lançais au milieu de la chambre une masse poilue qui se mettait à crier avec furie. C'était le petit chien de ma femme, car nous les appelons ma femme, ces chères filles pour jouer à la famille, et nous donner l'air de supporter des charges. Elle me disait « Sois gentil, fais-lui une place ». Elle m'aimait moins que son chien. Je ne m'en sentais pas humiliée. Je me collais contre le mur et nous nous rendormions tous les 3.
C'est ainsi que s'achève ma lecture de ce soir au cœur du chapitre 25. Je reviens tout de suite pour la suite de roman. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne journée si vous vous levez. À tout de suite sur D8.